Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Force. Bon écoutez, là on est sur l'actualité crypto numéro 16. Donc comme d'habitude, nous allons parler du VeChain, de Ecomi, l'application VV, mais aussi de Ripple et du XRP. Pour finir, comme d'habitude, sur des actualités crypto plus générales. Et vous allez voir que là, vraiment, j'ai beaucoup d'annonces à vous faire sur tous les projets. Et donc ça qui est... Et les bonnes nouvelles, en plus, hein, on va voir. Alors, avant d'aller plus loin, bien moi, je dois vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif pour vous informer et en aucun cas pour vous conseiller. Et donc, si vous voulez investir derrière, bien sûr, vous devez faire vos propres recherches. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, une fois que c'est dit, on passe à la suite. Donc d'abord, je vais commencer par le VeChain, mais avant, bien sûr, je vous invite à voir mon trailer. Effectivement, vous voyez là, je suis sur les Twitter de la VeChain Fondation avec notamment un premier tweet de Sébastien Rock, j'imagine donc un employé de la VeChain Fondation, notamment en Allemagne, on peut le voir. En plus, vous voyez, Sébastien Rock, il est suivi par la Fondation VeChain et par Sunilu, c'est-à-dire le PDG de la fondation VeChain. Et donc, ce qui indique Sébastien Rock dans son tweet, c'est déjà des nouvelles excitantes pour la communauté de VeChain, c'est-à-dire que là, il a repéré dans un article newspaper, alors il dit pas de quel pays, et j'imagine peut-être pourquoi, parce je vous montre du coup ce que c'est newspaper, c'est déjà rien que l'écriture, j'imagine c'est russe, on peut parier le coup, ou alors peut-être autour, peut-être même ukrainien, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'il disait, c'est que effectivement dans ce journal d'un pays, allez, du côté de la Russie, eh bien, il y avait une mention au niveau des consensus des mécanismes de blockchain de la part sur le VeChain. Donc ça veut dire que là, on voit bien que déjà le VeChain, il est très intéressant pour la Chine, pour le gouvernement chinois. Je vous ai montré déjà les divers partenariats entre la Chine, le VeChain au niveau officieux, bien évidemment, et pas officiel parce qu'il n'y a pas de, en Chine, notamment, le Bitcoin a été interdit tellement de fois, et les crypto-monnaies également, que bon, ce serait trop un contraste pour le gouvernement chinois de déclarer son amour pour le VeChain, ça c'est sûr. Mais on voit que le VeChain commence à intéresser de plus en plus les gouvernements, puisqu'on a également en Europe notamment le gouvernement allemand qui est intéressé par le VeChain, les administrations maritimes qui sont intéressées par le VeChain, et également même les États-Unis, parce qu'on a je rappelle, des partenariats avec des entreprises américaines avec le VeChain, notamment Salesforce par exemple. Et donc là, on voit que même les Russes, ou du moins des pays de vers là-bas, qui commencent, en tout cas j'imagine, à s'intéresser au VeChain. Donc là, ça veut dire qu'on a le monde entier, clairement, qui commence à s'intéresser à cette technologie-là. Et c'est pas étonnant, et on va encore le voir pourquoi, parce que derrière, regardez ce que j'ai encore. Donc là, j'ai un tweet de DigiCard Key Service. Alors, DigiCard Key Service, déjà avant d'aller plus loin, il faut savoir que c'est justement une technologie, un service qui est powered, vous voyez la powered par le VeChain, c'est-à-dire la VeChain Foundation, et donc c'est quelque part un service qui appartient à la VeChain Foundation, je pense, ou du moins qui voilà, est en étroit partenariat avec la VeChain Foundation. Et donc, le but de ce DigiCard Key Service, c'est justement de vérifier les items physiques et en fait, de quelque part, de faire la digitalisation, comme je vous en ai souvent parlé dans mes précédentes vidéos, précédentes actus. Et donc, le but de ce service, c'est également d'assurer l'authenticité donc des matériaux et surtout d'assurer l'anti-contrefaçon par la technologie d'anti-contrefaçon en taguant les items et en faisant en sorte qu'ils ne puissent pas être répliqués. Voilà. Et donc ils disent bien c'est powered by VeChain. Donc c'est motorisé quelque part par le VeChain. Et donc là j'ai la dernière nouvelle du jour. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer aux informations ou si vous avez entendu parler quelque part, mais donc là, vous avez eu récemment JP Morgan, donc j'ai l'article sur Yahoo, voilà, finance.yahoo.com. JP Morgan, une des plus grosses banques ou sociétés d'investissement au niveau mondial, pensait détenir 1,3 million de dollars de valeur de nickel, qui était donc store dans un entrepôt, qui était entreposé dans un entrepôt.
Et en fait, il s'est révélé qu'après donc des employés aient vraiment fait des vérifications, que c'était juste des sacs de pierre. Donc en fait, ils se sont fait littéralement arnaquer, les JP Morgan. Donc là, c'est fou quand même qu'une des plus grosses banques au niveau mondial s'est réussi à se faire arnaquer pour 1,3 million de dollars de nickel. Ou alors derrière, il y a de la magouille, hein. On ne sait pas trop, mais en tout cas, ça pose quand même, ça soulève vraiment des grosses questions au niveau de la contrefaçon, au niveau de comment on en est arrivé là. C'est pour 1,3 million de dollars. Et donc c'est pour ça que Gigi Card Key Service dit dans son tweet à cette nouvelle-là, Gigi Card qui offre aux banques des services de consignement et également des moyens au niveau des coffres forts pour scanner justement les objets et assurer aux propriétaires que leurs items sont en toute sécurité dans les coffres. Et donc là, il dit demander DigiCard qui, et en fait, ils mettent hashtag assurance, hashtag VeChain, et donc ils rappellent que c'est powered by VeChain. Donc on voit bien que là, enfin, c'est marrant parce que on en parle souvent dans les vidéos avec crypto, des avantages que pourrait justement apporter le VeChain. Mais là, on a un exemple concret, mais je pensais pas du tout que ça pourrait s'appliquer un jour à une banque du type mondial comme JP Morgan qui pourrait se faire avoir comme des bleus, il faut le dire quand même, au niveau de 1,3 million de dollars de sacs de pierre. Et donc là, vraiment, on voit que si, je m'amuse un peu à mettre à la place des directeurs des JP Morgan, si là, ils ne sont pas sur la select, sur les sièges éjectables pour se faire virer, mais ils doivent juste se demander, mais comment c'est possible? Bon, comment on peut éviter ça à l'avenir? Eh bien là, écoutez, il n'y a plus que le VeChain Foundation. J'imagine que si on était à leur place, envoyer une petite lettre là, hop, au directeur de JP Morgan en disant, ben, si vous aviez utilisé la technologie, peut-être que vous n'en seriez pas là. En tout cas, on peut se demander la question. Et donc, ce qui prouve qu'à l'avenir, on va sûrement se... Parce que là, JP Morgan, ils se sont fait avoir une fois, s'ils n'ont pas fraudé, hein, parce que là, il y a aussi d'autres questions qui peuvent se soulever derrière. Mais s'ils se sont fait avoir une fois, j'imagine, on imagine tous, qu'ils feront tout en sorte pour ne pas se faire avoir une deuxième fois ou une troisième fois, hein. Et donc, ce genre de technologie comme le VeChain a vraiment toute sa place dans le monde de demain au niveau de la digitalisation, on le voit bien. Voilà. Ensuite, donc je continue sur le VeChain également, et donc vous voyez que là, c'est vrai qu'avec la panique en ce moment au niveau des banques, des actions bancaires, c'est vrai que là, moi je me suis toujours dit, et d'ailleurs je ne me suis pas caché, hein, que dans les projets effectivement que je parle dans l'actualité crypto là de toujours, c'est au niveau que ce soit le VeChain, que ce soit VV, l'entreprise Ecomi, et également même plus tard que je vais rajouter l'entreprise Ripple et le XRP. Le problème de ces projets, et je dirais toujours, c'est la centralisation malheureusement, et le fait qu'ils dépendent soit d'une fondation comme le VeChain, soit d'une entreprise derrière comme Ecomi et Ripple. Et donc on l'a vu que lors de la crise bancaire là, qui s'est déroulée il y a une semaine aux États-Unis, eh bien par exemple, l'entreprise de Circle qui est derrière le stablecoin USDC avait des fonds justement dans une banque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand la Silicon Valley Bank a coulé, eh bien, il y a eu une dépeg justement du USDC parce qu'il y a eu un problème de liquidité même qui a impacté également l'entreprise Circle. Et donc là, la question que moi je me pose, c'est que pour toutes ces entreprises-là, si demain le système bancaire, bon, je touche du bois, hein, mais il s'effondre en intégralité, qu'est-ce qui va se passer pour ces entreprises-là crypto qui ont des beaux projets, on le voit bien, avec des fondamentaux solides, d'accord, ok, mais qui ne sont pas à l'abri également d'un problème de liquidité, parce qu'on voit que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, et donc s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé justement aux finances de la fondation VeChain, et là, point très positif également qu'il faut noter, qu'il faut le dire vraiment, c'est que au moins c'est transparent. C'est-à-dire que la fondation VeChain vraiment met la transparence sur sa santé financière. Et donc là, aux dernières nouvelles, donc j'ai un rapport donc, sur coinunited.io, dans la source. Et donc VeChain prouve des finances durables alors que son projet se hisse en tête du marché. Et donc, la date est quand même du 11 janvier 2023. Et donc là, je ne peux pas vous montrer le reste de l'article parce que, bon, je vous montre que le début. Eh bien, la fondation VeChain publie son rapport financier du troisième trimestre 2022, révélant 397 millions de dollars d'actifs de trésorerie. Je ne peux pas vous montrer la suite parce que je ne suis pas sûr d'avoir le droit vraiment de vous montrer la totalité d'un article, etc. Enfin, voilà, donc par respect pour les médias, je ne m'autorise pas à aller plus loin. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment dans Medium, que je suis allé plus loin du coup pour creuser les finances de la fondation VeChain, c'est juste
Voilà. Alors, je montre juste les tableaux sur Medium. Et donc là, j'ai la balance sheet globale de la fondation VCN. Et regardez, donc ça datait du... Donc là, j'ai les chiffres du 31 mars 2022 et du 30 juin 2022, c'est-à-dire premier et deuxième trimestre 2022. Et regardez, donc quand tout allait bien au niveau... Quasiment, on était quasiment au pic du Bitcoin, ou alors il était déjà entre 30 et 40 000 dollars à l'époque. Eh bien, regardez les liquidités de la fondation VeChain, elle avait 1,215 milliard d'actifs en gestion, en termes de valeur, truc de fou. Et donc, ce qui est très intéressant que j'ai noté, c'est qu'elle avait 86 millions, 87 millions de dollars en stablecoin, mais surtout, elle avait 1,128 milliard d'équivalents de dollars en Bitcoin, en Ethereum et en VeChain. Et ça, quand j'ai vu qu'il y avait du Bitcoin, ça m'a bien plu. Et je vous explique justement parce que le Bitcoin est décentralisé et également pour autre chose, c'est que le Bitcoin est la seule crypto-monnaie au monde, et je dis bien la seule, à être considérée par la SEC, c'est-à-dire le gendarme boursier américain, comme justement quelque chose qui n'est pas une security, c'est-à-dire qui n'est pas un titre financier parce qu'il ne dépend pas d'une entreprise. Voilà, ça veut dire que le Bitcoin ne pourra jamais se faire attaquer au niveau légal par justement le gendarme boursier américain notamment. Et donc, pour les entreprises crypto, c'est intéressant, à mon sens, au niveau de la sécurité, de ne pas pouvoir se faire attaquer au niveau légal déjà sur leurs fonds peut-être. Enfin, on ne peut pas risquer que leurs fonds se disparaissent parce que la SEC décide que leurs fonds, en fait, les cryptos sur lesquels ils basent leurs fonds sont en fait du fake ou il y a des amendes, etc. Exactement comme dans le cas de Ripple qui est en guerre contre la SEC aujourd'hui, exactement pour cette raison-là. Bon, et donc, après, on a vu que quand il y a eu le bear market qui est arrivé, on a eu une chute de 44% des liquidités crypto en termes de valeur, hein, de la part de la fondation VeChain. On est passé de 1,2 milliard à 535 millions. On a été un peu la déroute, mais c'était justement parce que c'était le bear market. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que je comparais avec justement qu'est-ce qu'ils dépensent au total. Et donc c'est pour ça que là, donc l'article Medium, je montre que ça. Et bien, dans leur tableau, regardez, il montre bien que la fondation VeChain, en termes de dépenses totales pour le trimestre 2022, pour un trimestre, est d'environ 10 millions de dollars. Et donc, on est loin, enfin, ils ont vraiment une santé financière en béton armé, la fondation VeChain, bien loin des dettes des banques. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très positif, je voulais vous dire, et aussi du fait qu'ils possèdent du Bitcoin. Donc ça rassure également, sachant qu'ils arrivent à diversifier de façon décentralisée leurs avoirs. Donc, peut-être que si demain les banques s'effondrent, la VeChain Foundation arrivera peut-être à survivre. Je dis bien peut-être. En tout cas, elle a plus de chances de survivre que les entreprises crypto qui ont mis leurs fonds comme Circle dans les banques. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Après, je n'ai pas réussi à trouver les rapports financiers de Ripple et de l'entreprise Ecomi de l'application VV. Mais n'hésitez pas, si vous avez mis la main dessus, ou si vous avez des recherches, des contacts, etc., n'hésitez pas à le dire, comme ça on partage à la communauté, etc. Voilà, sinon, avant ça, je vous montre juste ici la vidéo sur justement le VeChain. J'explique le VeChain pendant 1 heure, tout de A à Z, avec mes recherches, etc., les analyses et tout. Voilà. Si vous voulez regarder, vous êtes intéressé. Je passe à la suite, c'est-à-dire donc l'application VV, donc Digital Collectibles. On y est, voilà, sur leur compte Twitter comme d'habitude. Vous voyez que là, ils sont en train de poster des nouveaux comics, des nouveaux drops, sur notamment, je crois c'est quoi ça, c'est Howard the Duck, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est un nouveau partenariat en gros avec eux. Ils ont posté également un poster de The Ghost Rider de Marvel, de Howard the Duck. Apparemment, c'est la nouvelle lubie du moment pour la fondation, pour BV, c'est Howard the Duck. Bon. Et sinon, très intéressant, ils ont drop également des NFT, vous voyez, de Disney, parce que c'était les 100 ans de Disney apparemment. Et donc, pour l'occasion, ils ont, sorti des NFT en platine, hein, ce qu'ils appellent Platinum, des personnages iconiques de Disney, donc Donald, Minnie, Mickey, etc. Voilà, donc ça c'était pour les parties drop. Après j'ai d'autres très bonnes nouvelles pour Ecomi, vous allez voir ça s'enchaîne. Hein. Là j'ai un tweet de David Yu notamment, donc David Yu c'est le PDG justement de l'entreprise Ecomi et de l'application VV derrière, et là il annonce quoi? David Yu il annonce VV dit bienvenue à Ubisoft. Donc il y a un partenariat officiel entre Ecomi, VV
et Ubisoft. Et donc je rappelle que Ubisoft, c'est un studio de jeux vidéo de type AAA qui sont derrière les Assassin's Creed, par exemple. Donc là, c'est un studio de niveau high level. Et surtout, ce qui est intéressant quand on prend du recul, si je voulais analyser l'information, je me suis dit où en sont Ubisoft au niveau des NFT. Et donc là, j'ai un article de biggeek.fr qui date de septembre 2022. Et donc Ubisoft prend du recul avec les NFT parce qu'en fait, à la base, Ubisoft, ils avaient sorti donc une plateforme qui s'appelle Quartz. J'avoue, je n'en ai même pas entendu parler pour vous dire. Et donc, ils commercialisaient en fait les premiers NFT éco-responsables et jouables dans les jeux AAA en s'appuyant sur la blockchain Tezos. Et donc, c'est incertain parce qu'en fait, ça ne marche pas du tout, ça n'a pas convaincu du tout les joueurs. Et donc, ils ont reculé temporairement leur projet de NFT. Sauf que ça, c'était donc en septembre 2022. Et là, on a aujourd'hui, c'était à 15 heures, vous voyez. Donc, David Yu qui annonce un partenariat entre Ubisoft et Ecomi. Et là, j'analyse la chose à ma sauce à moi, hein. Bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de contact, bien sûr, avec ces entreprises-là, je ne peux pas vous le dire. Mais par contre, juste ce que je sais, c'est que Ubisoft, c'est un studio qui fait des jeux de type très très haut niveau, qui le développement, ils ont des centaines de personnes pour développer un jeu vidéo. Et de l'autre côté, vous avez Ecomi, qui est expert, hein, maintenant, on peut le dire, dans les NFT collectifs digitaux, dans les licences, et qui veulent mettre quoi? Ils veulent mettre en place, ça faut se le rappeler, un VV-verse, c'est-à-dire un métaverse, basé sur leur propre NFT, et dont le but aussi sera à terme de faire de la gamification, c'est-à-dire qu'on puisse prendre les NFT de l'application VV pour pouvoir y jouer dans des jeux vidéo développés spécialement ou que ces NFT pourront être attribués dans le jeu à part. Et donc là, je ne peux pas empêcher de penser également qu'on est dans le même cadre que Sony. Par exemple, Sony a déclaré là récemment, justement il y a quelques temps, qu'il s'intéressait de très près aux NFT et qu'il y a des jeux peut-être à l'avenir PlayStation qui pourraient intégrer les NFT et que ces NFT seraient interopérables. Or, je rappelle que Ecomi, l'application VV, a un partenariat déjà avec Sony et avec la PlayStation. Donc là, on est en train de voir peut-être, je dis même peut-être, la concrétisation quelque part d'un partenariat éventuel entre les NFT de Ecomi et ils pourront se baser sur l'expérience et peut-être le travail de Ubisoft qui feront des jeux et qui pourront permettre l'intégration des NFT de l'application VV. Et donc là, voilà, c'est to the moon en fait, hein. Je n'ai pas d'autres termes, c'est to the moon parce que c'est la gamification top du top pour justement les NFT de l'application VV. Donc c'est du lourd, hein. Ça a l'air de rien, mais c'est plus lourd que ce n'y paraît. Bon, je continue. Autre nouvelle qui peut être intéressante également, c'est que là, donc, j'ai un tweet de Binance de Nouvelle-Zélande, parce que je rappelle que David Yu et l'entreprise Comi, en fait, ils ont leur siège social également, enfin, pas leur siège social, mais ils sont basés à la base en Nouvelle-Zélande. Et donc là, vous avez le general manager Ben Rose de Binance Nouvelle-Zélande qui a rencontré, qui a fait un chat hein, quelque part avec David Yu, donc le PDG de l'application VV, et ils ont parlé des licences, notamment des NFT. Et donc là, ce que également qu'on voit venir, plutôt hein, logique, c'est que si Binance commence à s'intéresser à l'application VV, peut-être qu'ils vont intégrer également les NFT sur, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, sur Binance, ils ont un service pour renvoyer sur l'application VV, on ne sait pas, et surtout, on peut penser peut-être à la future intégration du token OMI, qui je rappelle et fait partie de l'écosystème de l'application VV, c'est une crypto-monnaie également derrière, et peut-être qu'on aura à l'avenir un listing du token OMI sur Binance. Voilà, donc ça c'est quelque chose également, j'ai pas de nouvelles, mais quand je vois ce genre de tweet arriver, je me pose des questions sur ce genre de choses, parce qu'en tout cas Binance, c'est sûr à 100%, sont intéressés par le projet de l'application VV, puisque en plus ils déclarent, et ça c'est Binance Nouvelle-Zélande, hein, officiellement, ils disent This is a must watch, c'est-à-dire qu'il faut le regarder, c'est quelque chose d'obligatoire, il faut absolument le regarder. Donc ils ont l'air plutôt emballés, Binance Nouvelle-Zélande. Bon, donc je continue également dans les nouvelles, alors là je passe à l'aspect, vous savez, mise à jour de l'application VV et tout ce qui est, vous savez, le Master Collector Programme, donc dit MCP. Et donc là, ça y est, on a la version bêta qui est rentrée en vigueur. Et donc, vous avez quelques clients, notamment, j'imagine,
les plus gros fans, les plus gros clients de l'application VV qui ont eu accès à ce qu'on appelle ce Master Collector Programme, c'est-à-dire, je vous rappelle, quelque chose d'utile pour justement classer les différents collectionneurs en fonction de leur activité sur l'application VV. Et là, par exemple, j'ai une image de... Donc là, vous avez VV Volt, donc 10 000 followers, qui est apparemment un fan de l'application. Il a 13 collectibles, il a 153 comics, c'est-à-dire des bandes dessinées, vous savez, je vous montrer en réalité virtuelle les NFT. Et donc, vous voyez, le MCP, c'est ce petit rectangle-là qui montre en fait le niveau de son compte. Il a également un rang, enfin un nom de rang pour son compte. Et il a également des points MCP qui sont gagnés, obtenus en fonction des activités qu'il a fait sur niveau quotidien. Apparemment, il y a des défis aussi. Enfin, il disait. Et également, vous voyez, il y a des points pour aller jusqu'au prochain niveau. Et donc ça, vous gagnez des points apparemment en interagissant sur le milieu, enfin, c'est une application sociale également sur l'application, vous pouvez partager vos œuvres, vos photos, vos NFT, etc. Et donc quand vous avez des likes et tout, eh bien vous gagnez des points apparemment également dans votre MCP. Et aussi également quand vous achetez forcément des digital collectibles, des NFT, des comics, etc. Voilà, donc maintenant ça va être la bataille pour qui va être le meilleur collector, enfin le collecteur, ouais, ça, meilleur collectionneur de l'application VV. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y aura également des bénéfices, des avantages pour justement les meilleurs collectionneurs qui pourront accéder à des NFT que les moins bons collectionneurs, entre guillemets, n'auront pas accès. Et donc, derrière, il y aura un aspect d'investissement, de rareté, etc. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle également, parce que ça veut dire qu'ils sont arrivés, enfin, vous savez, l'application VV, à mettre en place leur mise à jour pour le MCP et que la version définitive arrivera dans les mois qui viennent, on imagine très bien. Maintenant, alors d'abord, avant tout ça, avant d'aller plus loin, je vous montre juste vite fait ma vidéo qui est ici sur l'application VV, Ecomi et tout. J'explique vraiment tout si vous êtes intéressé dans cette vidéo. Je passe à la suite et notamment au XRP. Et donc là, XRP, effectivement, qu'est-ce qui se passe ces derniers jours? Je suis sur google.com sur finance. Et là, XRP, effectivement, ça a augmenté de 16%, 16,6% en l'espace de 5 jours. Et en une journée, aujourd'hui, vous voyez, on est à 5% quasiment de hausse. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ces derniers temps avec le XRP? Et donc, là, j'ai un peu fouillé. Et effectivement, là, je suis sur coingap.com, il y a un article. Et en fait, c'est la juge au Torres, donc je rappelle que c'est dans le cadre de la bataille juridique entre les gendarmes boursiers américains, donc la SEC, et l'entreprise Ripple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la juge, donc, qui est en responsable chargée de l'affaire, qui s'appelle Annalisa Torres, en fait, a refusé à la SEC, mais aussi à Ripple, donc les deux parties, de présenter leurs experts en crypto. Parce que le but, là, de cette affaire, c'est également de prouver pour un parti, Ripple, eh bien, de prouver que les crypto-monnaies ne sont pas des securities. J'en reviens aux securities, vous savez, donc des titres financiers, puisque c'est une technologie à part, etc. Et donc, ce n'est pas dans la juridiction de la SEC. Et de l'autre côté, la SEC, elle voulait montrer un expert pour justement prouver que le XRP fait partie des securities et donc qu'elle faisait bien partie de la juridiction de la SEC. Et donc, à travers cela, en fait, c'était vraiment la bataille, c'était la victoire quasiment, parce que si un expert arrive à prouver, par exemple, d'un côté comme de l'autre qu'il a raison, eh bien derrière, la juge ne peut que lui donner raison, et donc derrière, ça a des implications non seulement sur la bataille entre la SEC et Ripple, mais également sur toute l'industrie des crypto-monnaies. Donc là, on a vraiment une bataille qui se fait, mais c'est une bataille technologique en fait. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Annalisa Torres? Elle a refusé justement que ces experts-là se présentent. Donc, c'est à partir de là qu'il y a eu des rumeurs qui ont eu du FUD, hein, comme on dit. Et ces rumeurs ont provoqué justement l'explosion des prix du XRP parce que les gens ont commencé à se jeter sur le XRP. Voilà. Donc moi, j'en profite également pour vous dire, faites attention les amis, parce qu'il n'y a pas de verdict fait. Comme vous l'avez dit, c'est juste un petit élément du combat qu'on connaît. La juge Torres, elle a refusé les experts. Alors, beaucoup disent que c'est parce que elle a assez d'éléments pour trancher. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a assez d'éléments pour trancher d'un côté comme de l'autre. Donc, pour l'instant, vraiment, je serais d'avis de vous dire, attention, faites attention les amis, soyez prudents avec ça.
XRP, parce que là, on a l'impression qu'on a uniquement de la rumeur. Mais après, derrière, on n'a pas réellement de nouvelles. Il n'y a pas de fondamentaux, vous savez, sur lesquels appuyer cette nouvelle. Donc, faites attention parce que ça peut peut-être très vite redescendre. Mais j'en sais rien. Vous savez, moi, les courbes, j'y connais rien. Au niveau technique, sur les prix, etc. Donc, je me base jamais là-dessus. Je préfère me baser plutôt sur la solidité d'un projet sur le long terme plutôt que sur les prix court terme et tout, parce que ça, vraiment, c'est pas dans mes compétences. Il y a des gens qui font les analyses des courbes, donc je vous invite à aller voir. Mais personnellement, moi, je fais pas ça. Juste ce que je peux vous dire, c'est que derrière, le prix n'est pas corrélé avec une véritable annonce positive dans ce combat-là. Donc faites attention avec ça. Voilà, donc je vais pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas d'autres nouvelles réelles pour le XRP dans sa bataille juridique. Donc je vais passer aux analyses crypto, enfin aux actualités plutôt crypto générales. Et avant, bien sûr, d'aller plus loin, j'ai oublié, je vous invite à voir ma vidéo sur Ripple et sur le XRP juste ici si vous voulez avoir plus d'infos et notamment dans ce combat juridique. Voilà, je vous explique un peu tout par rapport à mes recherches. Maintenant, je reprends les cryptos générales et donc là, la première nouvelle, c'est que vous savez, là, dans le cas, on a les banques aux États-Unis qui sont en panique, encore, hein, et donc, que fait la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, c'est qu'elle augmente encore ses taux directeurs d'un quart de point, c'est-à-dire de 0,25%. Donc, je rappelle que là, on est dans un monde de fou, parce que je rappelle que la Silicon Valley Bank, pourquoi elle a coulé, et pourquoi donc toutes les banques sont en train de battre de l'aile un petit peu en ce moment aux États-Unis, au niveau régional, eh bien, c'est justement à cause de la hausse des taux directeurs à la base. Et tout ça, c'est basé sur leurs obligations long terme. Parce que les banques, je rappelle qu'elles ont un principe dans un portefeuille où elles ont des obligations long terme. Et or, quand vous avez une hausse des taux directeurs, vous avez des obligations long terme anciennes qui datent d'avant la hausse des taux directeurs, qui ne valent plus rien par rapport aux nouvelles obligations long terme qui sont basées sur la actuelle hausse des taux directeurs. Ça veut dire que les investisseurs donc, se précipitent sur les nouvelles obligations plutôt que sur les anciennes. Et donc ça fait baisser la valeur en prix des anciennes obligations. Et donc c'est précisément ça qui a mis le feu aux poudres pour la Silicon Valley Bank, puisque en ayant un portefeuille d'actifs qui était négatif, dans le rouge, à cause de ses obligations de long terme, et bien quand elle a eu une crise de liquidité crypto, quand ses clients ont paniqué au niveau du secteur de la technologie, que la Silicon Valley Bank était liée au secteur technologique, des startups, etc., eh bien vous avez beaucoup de clients de cette banque qui ont retiré des capitaux, des fonds, des dépôts, et donc du coup la banque Silicon Valley Bank s'est retrouvée en crise de liquidité et a dû vendre ses obligations long terme à perte pour justement essayer de combler ses liquidités. Voilà. Et donc c'est précisément cela qui l'a amené à faire faillite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, les autres banques n'avaient pas forcément de crise de liquidité, mais elles avaient le même problème de base que au niveau de la hausse des taux directeurs sur leurs obligations long terme aux États-Unis. Et par contre, elles n'avaient pas encore le problème de crise de liquidité. Sauf qu'avec la panique qui s'est engendrée cette semaine, on l'a vu, hein, pas la peine de refaire un speech là-dessus, eh bien les gens ont commencé à retirer en masse leur argent de toutes les banques régionales, les petites banques, pour le mettre dans les grosses banques, plus solides, plus rassurantes. Et donc, ce qui se passe, c'est que justement, toutes les banques là sont en train de faire exactement la face à la même situation que la Silicon Valley Bank. Et donc, que fait la Fed pour résoudre le problème? Elle augmente encore ses taux directeurs. Ça, c'est là, on voit vraiment derrière, et là, si on prend du recul, hein, à la situation, je ne peux pas m'empêcher de me dire que la Fed, en fait, ils savent ce qu'ils font. Enfin, quand je vois ce qu'ils font là, hein, et ils comptent sur leur précédente annonce d'injecter en masse de l'argent, mais je pense on va avoir une annonce, ils vont inonder littéralement le marché d'argent. Pour eux, ça va suffire à régler le problème des liquidités des banques. Ils vont perfuser toutes les banques régionales en fait aux États-Unis, si je comprends bien. Et derrière, maintenant, leur principal problème, c'est l'inflation. Voilà. Et donc, ils en reviennent à l'inflation. Pour eux, la crise bancaire, c'est terminé. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est si on refait allusion à la Signature Bank, c'est que ça a été la seule banque à être fermée en prévention. Alors qu'en fait, la Fed savait au préalable, on le voit bien, hein, avec cette relève des taux, qu'ils arriveraient à perfuser toutes les banques en injectant en masse de l'argent et que ça suffirait. Donc en fait, ils n'avaient pas le besoin réel de fermer la Signature Bank pro-crypto. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une attaque sur les crypto-monnaies, c'est sûr.
aux États-Unis et vraiment sur tous les fronts. Parce que vous allez voir, c'est pas la seule nouvelle. Donc là, il y a cette nouvelle bon, qui est vraiment. Enfin, c'est n'importe. Enfin, voilà, c'est vraiment une attaque contre les cryptos de la part de la Fed. Mais surtout, maintenant, on a la SEC qui attaque Coinbase. C'est-à-dire que Coinbase a reçu ce qu'on appelle une Wells Notice aux États-Unis. Et aux États-Unis, quand vous avez une Wells Notice, c'est justement quelque part une notice, bon, voilà, un papier qui dit attention, nous allons vous attaquer. En gros, ça prépare un peu l'introduction à un combat juridique. Et donc là, la Coinbase a reçu ça de la part de la SEC, donc il se prépare à la bagarre. Et d'ailleurs, Brian Armstrong prépare la riposte. Apparemment, il est chaud patate. Et donc là, j'ai un article de journalducoin.com en source qui date donc du 23 mars 2023 à 13h50. Donc c'est extrêmement récent, vous pouvez voir. Voilà, et donc je continue, et là nous sommes vraiment dans un cas, quand je dis qu'on est dans une attaque surtout de la part des Américains, c'est que maintenant, là je suis un article de 20investix.fr, c'est que l'effondrement des banques, vous voyez, les sociétés crypto fuient les États-Unis. Et là, ça recoupe énormément, notamment il y a beaucoup, notamment Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, je l'avais montré la semaine dernière, avait lui également déclaré que les sociétés crypto se préparaient à fuir les États-Unis à cause justement de la régulation de la part des autorités financières et de la volonté politique de supprimer les crypto-monnaies. Et donc là, on le voit bien que, en plus de ça, eh bien, on a tout un effet domino qui fait vraiment en sorte que les cryptos, maintenant, essayent de fuir les États-Unis. Donc là, je trouve que c'est vraiment une erreur monumentale de la part des Américains, c'est qu'ils se tirent une balle dans le pied au niveau technologique déjà, parce qu'on le voit bien, notamment, par exemple, rien que les apports des technologies blockchain comme le VeChain, notamment, pour limiter la contrefaçon, et notamment, par exemple, rien que ça aurait pu permettre à JP Morgan d'économiser 1,3 million de dollars. Je veux dire, rien que ça. Et donc, tout ça, c'est tout un savoir technologique qui va vraiment échapper aux Américains. Tout ça, pourquoi? Et c'est ça le pire. Et c'est là où j'en reviens au pire. Tout ça, pourquoi? Parce que les Américains, enfin les autorités financières veulent garder leur pouvoir centralisé dans une démocratie soi-disant pour éviter aux crypto-monnaies et à la décentralisation des cryptos, eh bien de prendre le pas, et donc dans les mains du peuple en fait, de prendre le pas contre le pouvoir centralisé des autorités financières et gouvernementales. Donc là, on est dans une sorte de paradoxe, mais jamais vu. Et le pire, c'est que c'est pas seulement aux États-Unis, c'est également le cas en France, parce que là, regardez, j'ai un tweet de Moni Radar, 2 salles, 2 ambiances. On a Hong Kong autorise les ETF Bitcoin pour les investisseurs particuliers. Alors c'est encore interdit aux États-Unis apparemment. Et les législateurs français s'accordent sur l'interdiction effective de la promotion des crypto-monnaies par les influenceurs. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire là, actuellement, les actualités crypto, je ne suis même pas sûr que j'aurai encore le droit, moi, alors je ne suis pas influenceur, voilà, je suis un gars dans son salon, voilà, mais je veux dire, peut-être que demain, s'ils considèrent que influenceurs, c'est juste des gens qui parlent sur YouTube des crypto-monnaies, eh bien tout ça sera peut-être interdit. Donc là, bien sûr, je vous en tiendrai au courant, mais ça veut dire que là, on a un contraste énorme entre les pays soi-disant, donc, dictatures comme la Russie, la Chine et tout, et même Hong Kong, Hong Kong, bon, eh bien, ils autorisent eux le Bitcoin, et de l'autre côté, on a les États-Unis, l'Europe, qui sont en train de massacrer, d'essayer de mettre sous couvercle les crypto-monnaies au moment, comme par hasard, où ils veulent sortir leur monnaie numérique. Donc là, franchement, on peut se poser des questions, même plus sur les crypto-monnaies, mais sur l'avenir démocratique de nos pays. Vraiment, c'est vraiment que ça quelque chose que je voulais vous dire en conclusion et en moralité finale de la vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous avez aimé. Et puis écoutez, moi, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que le format désormais, c'est tous les jeudis, je vais faire une actualité crypto. Voilà, si j'ai le droit encore au niveau législatif, bien évidemment. Mais bon, on verra. Allez, je vous fais la bise, à bientôt. Ciao.